Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. On se relance ? Allez. Les petits choux. Oui. Épisode 2. Coucou. Coucou. Bonsoir. Nous sommes avec des amis très chers, Adrien, Victor et Baptiste, qui sont, comment je peux vous appeler ? Vous êtes un peu mon gang Yep. de pédales, d'homosexuels épanouis. Non, en cours d'épanouissement. Et vous êtes mes amis d'amour depuis plusieurs années. Chacun, vous êtes rentrés dans ma vie. On est rentrés dans nos vies de manière différente. On pourra raconter si ça a lieu dans les différents points qu'on déroule. Parce que là, c'est la fin du podcast, tel qu'on l'a connu. Et je galérais à trouver comment conclure. Et là, c'est grâce à vous. Vous m'avez dit, nous, on va te poser des questions. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr. Et en fait, moi, je trouvais ça chouette de répondre. Dans le premier épisode, j'ai expliqué comment j'ai pris la décision d'arrêter. Mais ce que je trouve vraiment chouette et utile, c'est de se dire, 4 ans de recherche, 380 épisodes, le gars était déter. Qu'est-ce que j'en tire ? Et ça, je trouve ça chouette de partager. Dans le premier épisode, le premier point, c'est vraiment la portée de dire et de dire publiquement ce que ça nous fait. Et d'ailleurs, ce que ça a fait pareil aux gens qui ont participé au podcast, qui me l'ont dit. Et le deuxième point, c'était, moi concrètement, ce podcast, il m'a appris des techniques sexuelles. On devrait avoir des guides. Et c'est ça que j'ai essayé de créer avec ce podcast. On a parlé, bien sûr, lavement. On a parlé PrEP. Avant qu'on passe au troisième point, toi, dans le premier épisode, Baptiste, tu as parlé d'orgasme prostatique. Et je suis complètement d'accord que les épisodes avec Nathalie sur l'orgasme prostatique, qu'on peut retrouver en tapant actifoupacif.com/orgasme prostatique. Petit aparté, tu trouveras les liens des épisodes qu'on mentionne là dans le descriptif de cet épisode. Comme ça, tu peux les retrouver facilement et les écouter. Non, franchement, en termes de plaisir anal, moi, ça a changé ma vie, c'est sûr. Je n'ai pas encore atteint l'orgasme prostatique. L'épanouissement n'est pas une pression de performance. Work in progress. Tranquille. Tranquillou. On kiffe le chemin, on ne cherche pas que la destination. Ouais, non, mais je dis ça un peu comme si j'ai... Mais parce que moi, c'est mon gros problème. Hein. Je suis là, bouge le chemin, rien à foutre. Il est où le... Mais non, franchement, plein de joie, justement, dans les techniques. Il y a, ce que j'avais envie de rajouter au premier épisode, c'est l'importance de la lenteur et de la sensualité pour moi. Ouais, et est-ce que j'arrive toujours à bien le demander ? Ouais, de plus en plus, enfin... À le dire, quoi. À dire, attends. Souvent, dans le sexe, moi, je dis, attends. Ouais. Bon, après, j'ai pas besoin qu'on se contemple 1000 ans et tout. Et j'aime bien quand c'est plus vigoureux et tout. Mais il y a vraiment non, mais moi, c'est comme ça que j'aime. Et j'ai le droit d'en parler. Après, si mon partenaire n'aime pas comme ça, c'est... Mais ouais, la lenteur, prendre le temps de regarder, prendre le temps... là où, souvent, dans mes rapports sexuels, j'étais là, direct au but, genre, bam. Est-ce que tu dirais que t'es sorti genre d'un script un peu pornographique de on s'embrasse, on se suce, on se pénètre, on éjacule et c'est fait ? Je l'ai reconquis. Okay. En fait, moi j'aime bien ce script. Ouais. Là où j'ai entendu qu'il y a dans le podcast, il y a plein de gens qui sont las de ça. Moi je l'aime bien, mais je l'ai fait mien. C'est pas un script que je suis de façon automatique. Sur la technicité, j'ai compris que c'était une compétence. J'ai compris qu'en fait, ça marche pas à tous les coups. Enfin, j'avais un peu une attente que ça c'est censé marcher d'une certaine manière. Non. J'avoue, ça paraît tellement débile quand je le dis là. Et je pense que le Guillaume du passé, il serait un peu saoulé d'entendre ça. Il serait là genre, c'est un peu bateau. Mais c'est tellement vrai. Et je l'avais pas intégré dans le corps. Ouais. Et c'est peut-être de petit à petit me dire, ok, dans le script, c'est quoi qui me plaît ? Ouais. Peut-être script, c'est un mot enfermant, mais j'ai envie de quoi ? Tu vois, j'ai remarqué... Dans les automatismes, quoi, parce que c'est un peu ça. C'est plus ça, t'as raison. On nous a un peu matrixé avec, ok, c'est tac, 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 et donc je fais tac, 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 mais peut-être que j'ai pas envie de faire ça, peut-être que j'ai... Ouais. Est-ce que je me laisse la liberté de
m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter, de faire une pause, de varier les rythmes, comme tu disais, de remettre de la lenteur, de remettre des bestialités animales rapides, de remettre... Enfin, voilà, quoi. Et de sortir aussi du schéma, tu en as plusieurs fois parlé dans les podcasts aussi, obligatoirement pénétratif. Ouais, Il peut y avoir aussi un plaisir qui est juste dans la sensualité, qui peut être juste dans le fait d'embrasser, qui peut être juste dans les caresses. Ça, j'ai envie de raconter un truc. Oui, je vois ton visage s'illuminer. Tout le monde va croire qu'on fait des plans à 4 en mode bukake. Hein. Alors, pas du tout. Moi, je n'ai peut-être. je n'ai couché ni avec Victor, ni avec Adrien, ni avec Guillaume. Voilà, je le dis. Non, non, ce que je voulais dire là-dessus, c'est... Moi, je suis en train de redécouvrir ça. C'est comme si je repassais par le même cheminement. C'est-à-dire que ce truc de déprogrammer, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, sur, pas suivre forcément un script et me laisser faire. Et un peu comme tu disais... me réapproprier ça, et en fait c'est vrai que moi je kiffe, j'adore les fellations, j'adore la pénétration, etc. Et récemment j'ai eu un condylome de papillomavirus, donc c'est une sorte de petit bouton, moi je l'ai eu sur la verge, tu peux l'avoir sur l'anus aussi, et je crois que dans la bouche aussi. Donc je crois qu'on a tous le papillomavirus en nous, et en fait il se manifeste ou pas, et là encore s'il se manifeste, ça veut dire que c'est contagieux, donc il ne faut pas de contact avec une autre muqueuse. Et donc ça me force à nouveau à ne pas avoir ne pas recevoir de fellation sans protection, et ne pas avoir d'anal sans protection. Et du coup là j'ai eu un amant récemment, et vraiment d'un côté c'était à la fois hyper frustrant parce que j'en avais envie, donc j'avais vraiment envie de, et en même temps c'était hyper libérateur par la frustration. Du coup ça nous a forcé à avoir une sexualité beaucoup plus lente, bien différente, et aussi de mesurer à quel point... Mais par exemple, juste être nus ensemble et se caresser et se frotter, etc., pendant vraiment, je sais pas, une demi-heure ou comme ça, et il y avait une part de moi qui était déjà satisfaite. En fait, il y avait une part de désir qui était déjà satisfaite. Et ça, je trouvais ça ouf. Mais moi, ça m'a fait aussi l'opposé. Maintenant, je suis aussi genre, parfois, j'ai juste envie de pénétrer. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que j'ai... Mais c'est un peu toi, Adrien, et je sais pas si j'ai le droit de le dire. Vas-y. Non, mais genre, tu m'as déjà raconté des choses où je trouvais que c'était très, voilà, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et là où moi, peut-être, avant, voilà, plan cul direct. Ouais. Avant, j'avais des jugements par rapport à ça. Et aujourd'hui, en fait, je n'aime toujours pas le plan cul direct, mais il y a quand même un côté direct que j'aime et que j'ai su mieux circonscrire, quoi. Et t'arrives à savoir pourquoi avant, tu le pratiquais moins? Dans mon homophobie internalisée, dans mon rejet de la sexualité, je disais je peux avoir du sexe que quand je suis amoureux. En fait, je faisais un petit narratif de c'est donc un sexe propre, entre guillemets, un sexe j'ai le droit, mon cerveau a accepté, parce qu'on est amoureux, que ça copie un peu les codes des films et tout. Alors que du sexe comme ça, avec plein de partenaires, ou bien du sexe rapide... c'est forcément mal, c'est forcément une détérioration. Mais on a eu cette conversation? Non, mais toi, tu m'as raconté des trucs où je trouvais que c'était inspirant, quoi. Ah oui, ok. Et je pense que l'autre truc dans les scripts, les automatismes, moi, ce podcast, il m'a vachement aidé à pénétrer, à être actif. Ok. Du coup, en me disant, ok, on fait comment? Et nous rendre compte que mes peurs ou mes blocages, comme je l'ai raconté sur le podcast... en fait, j'ai appris la compétence et non, j'ai pas à reproduire ce qu'il y a sur le porno. Et je sais que c'est aussi un truc un peu bêta. Tout le monde nous le dit, non? Mais moi, quand même, au début, j'étais là, il faut que je bourrine, ou faut que faut que je fasse des grands va-et-vient comme dans les films et tout. Alors même qu'on m'avait dit que le porno, c'est pas la vérité. Et petit à petit, j'ai testé d'autres trucs en communiquant, quoi. En disant, c'est comment là. Et tu dirais que t'étais moins actif avant parce que quoi, c'était quoi c'était la pression de la performance, ouais. Vraiment en mode putain, il faut que j'y arrive, faut que ma bite soit plus grosse, faut qu'elle soit tout le temps ultra dure, il faut que j'ai un comportement d'actif. Comportement genre un peu en mode t'as la ref. genre dominant, faut forcément que j'ai l'air super hétéro et dominant, sinon j'ai pas le droit de. Tout ça, c'était des pensées rationnelles, mais je sentais et tout. Donc en fait, ça me mettait une pression sur les épaules. J'étais là, putain, il faut que je foute un masque et tout. J'ai la flemme. Il faut. Donc en fait, et tu vois, petit à petit, j'ai eu des rapports sexuels où sans masque, les gens me kiffaient, quoi. Ouais. Et alors, du coup, t'es actif ou t'es passif? Eh bien, ça va et ça vient.
Ça va et ça vient. Genre du prisme très total actif à total passif à au milieu versa exact les deux et tout. Ça va, ça vient. Ça cesse, ça change sans cesse. Voilà. T'as l'air ultra déçu de la réponse. Non, pas du tout. Non, je te promets, c'est vrai. Non, mais en ce moment, je suis très passif. Mais je pense que... Ouais. Non, je suis pas déçu, c'est juste qu'évidemment, c'est la blague par rapport au titre du podcast. Et toujours une espèce d'injonction aussi, on en a déjà parlé sur Grindr notamment, l'espèce bien sûr. De se définir par cette pratique-là. Titre du podcast que vous n'aimez pas du tout d'ailleurs. Non, c'est vrai. En effet, j'ai abondamment milité contre. Mais comme ça, les gens seront contents parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Et ceux qui aiment, ils seront contents aussi. Si vous n'aimez pas, vous avez raison. Ouais, mais... Ouais. J'ai un autre sujet aussi sur comment concrètement ta sexualité a changé. Ouais. Mais je sais pas si vous aviez fini sur... Vas-y. La technicité, passif, actif, passif. Vraiment, le dernier truc que je peux dire que j'ai dit 1000 fois sur le podcast, c'est cette histoire de on s'emboîte pas si facilement quand on connaît pas les corps. Tu sais, moi, quand j'essaie de pénétrer quelqu'un, bah en fait, tu sais, selon la position... Bah ouais, c'est clair. En fait, selon la position et tout, bah, je peux pas te pénétrer, genre, ultra facilement. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Si tu mets à 4 pattes, il faut que je te dise plus bas, plus haut, nanani. Ça, c'est vraiment pour moi une découverte. Voilà. Et du coup, tu arrives maintenant à parler, à dire plus haut, plus bas, plus machin. En tout cas, je sais très bien qu'on est tous pareils et que c'est normal qu'il y ait un petit ajustement. Tu vois, quand on se connaît pas les corps, donc voilà quoi, il y a. Ouais, je me sens plus assuré quoi. C'est une question de communication, de réussir à dire les choses aussi. Ouais. Baptiste. Alors, quand on s'est rencontrés, on a parlé de sexualité, et je me souviens que tu m'as dit que parfois, et je t'ai demandé avant qu'on enregistre si je pouvais évoquer ce sujet. Tu peux dire comment on s'est rencontrés. Toi, tu fais du tantra. Tu es moi, le Baptiste. Moi, j'ai tantra queer. De l'épisode. Il y a un épisode en février 2022 qu'on a enregistré ensemble où je raconte un peu justement mon parcours dans le tantra et comment je suis venu animer du tantra queer, etc. Et donc nous on se connaît parce que à mon tout premier atelier, la toute première personne, donc moi je fais des petits échanges téléphoniques avec les personnes avant qu'elles s'inscrivent à mes ateliers, juste pour qu'on fasse connaissance et qu'on regarde un peu les attentes et si on est bien aligné. Et tu as été la toute première personne que j'ai eue au téléphone dans cette activité-là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est lancé en même temps. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans le tantra quand toi, tu lançais ton podcast. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En 2021. Ok. À quelques mois après, je pense. Mais comme ça, ouais. Et donc, je me souviens que Alors non, c'est des entretiens de genre 20 minutes. Nous, on avait passé 1 heure au téléphone. Mais je me souviens que tu m'avais partagé que il y avait aussi un aspect exutoire dans ta sexualité, notamment de la masturbation, comme déstressant, quand ça va pas, c'est un outil sorti. Quel est ton rapport à la masturbation ? Je me suis branlé toute la journée. Mais c'est vrai. Non, en vrai, là, aujourd'hui, j'étais tellement stressé, j'avais tellement peur et tout, j'avais tellement besoin de me dissocier. Par rapport à la fin du podcast ? Ah ouais. Donc hier, j'ai mangé tellement de gaufres et de sirop d'érable. C'est vrai, j'avais mal au bide. Et là, aujourd'hui, je me suis branlé. Donc, je dirais que mais ça a complètement changé. Ça a complètement changé. En fait, là, aujourd'hui, quand je me suis branlé, je me suis dit, je sais pas, moi, parfois, je l'utilise aussi pour m'aider à m'endormir et tout. Enfin, il n'y a pas de panique avec l'outil. Le problème, je pense, c'est si l'outil, genre, prend toute la place dans ma vie, si ça m'empêche de faire des choses, si ça m'empêche d'avoir du sexe, de rencontrer des gens et tout, là, en effet. Et ça a été le cas, je pense, à petite dose quand même, au moment où on se parlait, c'était le cas. Tellement bloqué, peur, la rencontre avec l'autre, peur de, en fait, me branler, je préférais. Tu vois. Et je sais que ça a énormément changé parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, les gens sur Grindr ou sur Tinder ou sur les apps de rencontre qui me disent, ouais, moi, je veux juste du dialogue. Ouais, mais tu sais, ils disent dial. Dial, ouais, je sais. Ça veut, genre, je veux juste de la conversation. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et on se chauffe et juste, on s'envoie des photos et tout. Moi, je suis là, maintenant, moi, j'ai envie d'aller viens, on prend un café. À ce moment-là, où tu racontes que tu te branlais régulièrement, c'était quoi la peur de l'autre ? En fait,
ma sexualité ne s'exprimait que par une masturbation qui me coupait de l'autre. C'est ça que je veux affiner. La masturbation en elle-même n'était pas un problème selon moi. D'avoir des fantasmes n'est pas du tout. Mais c'est qu'en fait, c'était le seul endroit où je pouvais, parce que sinon, j'avais peur des IST, comme j'ai dit à l'épisode précédent. Ouais. Bon, j'avais peur de la rencontre, j'avais peur d'être trop moche, j'avais trop de voix en moi, tu vois. Mais c'était quoi le risque de la rencontre ? C'est une très bonne question. En tout cas, d'être sexuellement avec quelqu'un, les IST, c'était vraiment l'angoisse par avant, l'angoisse plexiglas qui m'empêchait de toucher à ça, quoi. Ok. Tu sais, c'est un peu comme l'angoisse répétitive qui se met devant. Oui, qui se met devant et qui gêne tout le reste. Et voilà. Même si j'avais pas de rapport sexuel qui permettait à une IST de passer, hein. Ça, c'est assez impressionnant. Ça veut dire, j'avais peur, même si, tu sais, il n'y avait pas de muqueuse sur muqueuse, tu vois, de possibilité de... Donc, ouais. Et justement, moi, je pense que le dire, ça libère. Ouais. Parce qu'en fait, mais ça, c'est le premier point. Pour moi, ce qui se passe quand tu dis, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que non seulement ma famille et mes amis ne se sont pas détournés de moi. Donc en fait, la peur ancestrale pour moi, c'est le rejet. Au collège, au lycée, j'ai senti qu'en fait, je pouvais mourir. Mon cerveau a cru qu'il allait mourir en mode survie humaine, je suis dépendant de la tribu. J'ai vu que je pouvais être exclu de ma famille ou de mes amis. Chose qui, je pense, n'a jamais été vraie, mais je l'ai cru. Mais ça, je sais que c'est pas vrai et qu'aujourd'hui, les gens à qui je le dis me disent « mais je comprends pas ». Mais mon cerveau a imprimé ça. Et tu l'as vu, tu l'as appris quelque part, non ? Bah, ils ont dû dire des trucs homophobes, ou il y a des silences que j'ai pris pour de l'homophobie, ou il y a, tu vois, il y a des non-dits, il y a un silence dans ma famille qui fait aussi que je me suis dit « bon, bah, s'il y a du silence, c'est qu'il y a du malaise et que c'est qu'il y a un problème ». Tu vois. Et le fait de dire et de voir que je perds pas ma valeur aux yeux des autres, bah en fait, ça enlève ce petit moteur de panique. Donc, tu as toujours ton problème, mais j'ai l'impression que, bon, bah, tu peux commencer à le résoudre ou tu peux trouver des ressources. Je sais pas, il y a un truc de poison qui s'arrête au moment où tout le monde le sait. Le poison peut pas faire effet pareil. Il continue à faire effet, il va falloir se battre, il va falloir trouver des... Mais il peut plus faire poison pareil. Et par rapport à ta famille, est-ce que t'es à l'aise là ? Ce n'est pas le point actuel. Donc le point... non, on va en parler juste après. En vrai, je te promets, je suis grave à l'aise, parce que c'est le cœur quand même de mon travail. Le podcast m'a appris les techniques sexuelles. J'ai envie d'ajouter, on a déjà parlé de l'orgasme prostatique, la sensualité. Moi, Victor, t'as fait un épisode avec moi. Ce sont des rumeurs exactes. Qui sont exactes. Et justement, je crois le titre, c'était l'importance de la sensualité. J'ai oublié les titres, et pour que les gens le retrouvent... Bon, ils pourront aller sur le site. Oui, je crois que le premier s'appelle « Une caresse qui me fait vriller ». Merci. Donc les gens peuvent taper ça sur toutes les plateformes, sauf YouTube, parce qu'après je passe mon temps à répondre à des messages. Oui, YouTube censure certains épisodes. Mais moi, ça, sur la sensualité et le fait que, en fait... bah non, un rapport sexuel n'est pas obligé de terminer sur l'éjaculation. Il le peut si je le souhaite. Mais dans les scripts, les automatismes, j'avais envie de saluer ton épisode. Et comment toi, dans notre amitié aussi, tu me taquines parfois. Ah oui, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Ouais, voilà, c'est tout. Mais t'as pas forcément plus à dire. Ouais, dans la technicité, j'avais envie de dire ça. Et j'avais envie aussi de parler des épisodes avec Zoé, la psychothérapeute suisse, plus récent, une rencontre plus récente, grâce à un auditeur d'ailleurs. Et ça a été génial. Sur justement la masturbation, les fantasmes. Je trouve que d'amener de la technicité psy aussi sur, bah c'est bien normal d'avoir une professionnelle qui dit, bah oui, bien sûr. Enfin, bien sûr que la sexualité, c'est aussi l'interdit. Ça dédramatise, ça te déculpabilise. Ouais. Et là-dedans, on a déjà un peu parlé, mais trauma, stress minoritaire, pour moi, ça a été vraiment... Moi, je savais pas. Hein.
Stress minoritaire. Ouais, l'épisode stress minoritaire avec le docteur, non, il est psy, David Friboulet. Et puis sa manière de raconter et tout. Moi, ça m'a connecté à des trucs de ouf. En fait, j'ai compris plein de choses quand j'ai écouté cet épisode de mon expérience perso. Il me dit, ah oui, en fait, ça s'appelait du stress minoritaire. Souvent, j'ai une espèce d'hypervigilance et je pense qu'il est dû à ma culture familiale, mais dans laquelle j'ai grandi et tout ça. Mais je pense que mon homosexualité venait mettre une couche supplémentaire sur le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pas être repéré, identifié comme gay, donc du coup de retirer tous les gestes trop efféminés, trop identifiables, qui deviennent un risque. Moi, j'ai des souvenirs gamin, j'étais au collège, d'avoir été traité de tapette, de PD, sans même que moi je commence à mettre des mots sur ma sexualité, sur mon désir, etc. Et je me dis bien, en fait, il y a des gens qui savaient lire en moi des trucs que moi je savais pas. Et ça m'a été hyper difficile, hyper traumatisant. Et je pense que le stress minoritaire, évidemment, mais je trouve des mots là-dessus qui sont hyper... je pense qu'il y a une expérience assez répandue, quoi. Et qui s'imprime dans ma vie sexuelle et dans mes possibles sexuels. C'est-à-dire, ça crée une série de petits nœuds. Tout le monde vit pas la même chose pareil et tout, mais moi, j'ai vraiment senti que de comprendre ce concept-là, ça reste un concept, c'est une couche, mais en fait, ça m'a aidé à voir, ok, ben regarde dans cette direction, est-ce qu'il n'y a pas des nœuds dans cette direction, tu vois, en mode recherche, tu vois. Et quand tu parlais d'effacer ce qui est féminin et féminin, ça me fait penser au vernis. Et toi, tu voulais en parler, Victor, mais j'ai eu une période vernis, mais vas-y, Victor. Ouais, je me souviens que t'allais même chez l'esthéticienne et t'as fait plein de couleurs de l'arc-en-ciel différentes. Vernis sur mes doigts. Ouais, sur les doigts. Sur les ongles, pardon. Sur les ongles, oui, c'est vrai qu'on n'a pas été précis. Mais justement, ce que ça m'évoquait aussi, c'est l'homophobie internalisée. Et je pense que c'est un mot que je me suis approprié ces dernières années en vous côtoyant. Et je suis même pas sûr à quel moment vraiment j'en ai entendu parler pour la première fois, mais je trouve ça vachement lié. Je saurais pas faire exactement les ponts avec le stress minoritaire, mais pour moi... Ouais, cette vigilance, elle est aussi parce que en fait, on assimile qu'il faut des trucs qu'il faut cacher. Ouais. Et en fait, certains peuvent le cacher mieux que d'autres, en fait. Et au final, ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux qui arrivent le moins à le cacher. Et je trouve que c'est vachement douloureux d'assimiler que... Oui, si tu te caches pas, tu vas souffrir. Ouais, c'est mais au final, danger. ce que tu sais pas, c'est que si tu te caches... Tu vas souffrir aussi. Tu vas souffrir aussi, mais pas de la même manière. Mais pas de la même manière. Parce qu'en fait, finalement, tu te détestes toi-même tellement tu essaies de te changer. Et c'est affreux, en fait. Ouais. Et après, t'es obligé de déconstruire la super stratégie de cachotterie que t'as fait. C'est ça. Et c'est ultra difficile de déconstruire un truc que t'as mis tant de temps et tant d'énergie à construire, quoi. Et ton cerveau te dit que c'est comme ça que t'as survécu. Ouais. T'es en train de déconstruire un truc tu te fais croire que c'est des fondations qui ont permis ta vie. Qui ont permis de vivre à peu près en sécurité. Et en fait, t'es obligé de déconstruire ce truc, ouais. Et à plein d'égards, c'est aussi vrai. Ah, retournement. Parce qu'en vrai, moi, je pense, trop bizarre, j'ai un exemple ultra spécifique qui me vient en tête. J'ai parlé à des gens qui ont des carrières dans les milieux de la finance et qui ont des carrières donc qui ont augmenté, enfin, tu vois, qui sont devenus managers et tout, et qui disaient, ah, mais moi, si je dis que je suis homosexuel ou si je suis trop efféminé, j'ai pas le job. Ah, c'est chaud. Et en fait, il y a plein de gens là, aujourd'hui, qui, en fait, de fait, ont structuré leur vie pour coller au max à l'hétérosexualité et pour de vrai, ils ont survécu. Il y a des gens qui n'ont pas été assassinés pour ça. C'est une réalité. Genre, c'est quoi ? Putain, faut que je connaisse le chiffre par cœur. Un guet-apens tous les 3 jours en France ? Un guet-apens homophobe tous les 3 jours en France ? C'est énorme. Bon, bah, les guet-apens, ils nous sélectionnent. Tu vois, tu vois, il faut entre guillemets des preuves d'homosexualité pour qu'ils aient envie que leur haine se défoule sur nous, quoi. Mais c'est une stratégie de survie de la même manière que... Ouais, enfin, je pense qu'en fait, on la porte tous en nous, cette stratégie de survie. Moi, ça me fait penser à la première fois où je suis allé à Pride. J'avais 20 ans. Et où j'ai vu des drag queens. Alors, je connaissais pas l'histoire de Stonewall, tout ça, à l'époque, qui avait du coup déclenché cette commémoration, qui en est à l'origine. Et juste moi, voir des drag queens me mettait hyper mal à l'aise. Et j'étais là, elles desservent leur cause, je veux pas ressembler à ça.
Et j'avais envie d'être un gay qui rentre bien dans les rangs et qui juste être comme tout le monde et pas dépassé, quoi. Ouais. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Et je trouve que c'est une conquête, ça, moi, pour ma propre vie, en fait. Et c'est un peu aussi ça que je pense que j'ai appris aussi à vos côtés, en fait. À tes côtés, du coup, Guillaume. Et ouais, c'est... genre, parce que la première fois où je me suis mis du vernis à ongles, c'était avec vous deux, Baptiste et Guillaume, du coup. C'est vrai ? Oui, on était au parc juste à côté, là. Et... Vas-y, donne pas mon adresse. Non. C'est un parc parisien. Et je me souviens, et c'est resté. Enfin, j'ai de plus en plus, j'ai beaucoup de plaisir à me vernir les ongles maintenant. Et pour moi, c'est une espèce de liberté aujourd'hui. Ouais. Et ça m'amuse. Et ça m'amuse de partager ça avec d'autres personnes. Ouais. Et donc, ouais, c'est des petits trucs de conquête comme ça que je trouve chouette. Ouais. Moi, c'est récent. Hein. Donc, j'ai eu la période vernis qui était quelque part aussi... je trouve que dans cette période-là, ça a stimulé des questions de mon entourage. Donc, on est toujours dans cette stratégie de est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais être exclu ? Je me rappelle notamment, tu vois, de comment mes parents ont réagi, tu vois. T'en dis quoi ? T'as envie de partager ou pas ? Bof. Pas de souci. Non, je sais pas si papa a dit quelque chose, mais non, moi ce qui m'a... maman, mais bon, elle va encore prendre son tarif, je sais pas si c'est très... Moi j'ai eu des parents super aimants et j'ai grandi dans une famille où l'homophobie était structurelle comme dans la société, quoi. Donc mes parents prennent un tarif alors que je les ai jamais entendus prononcer aucune homophobie, pour de vrai, jamais de ma vie, et jamais j'ai senti que j'ai perdu de la valeur à leurs yeux, point final. Jamais de la vie, quoi. Et ce que j'essaie de discuter avec eux aujourd'hui, et ça semble impossible, parce que ça les heurte trop, c'est qu'en fait, ils portent en eux une homophobie. Et donc, tu vois, maman, elle m'a dit mais pourquoi tu mets du vernis comme ça ? Tu vois, en fronçant des sourcils. Tu vois l'intonation que je viens de prendre ? Ouais, je vois bien, ouais. Et pourquoi tu fais... Et en fait, quelque part, j'ai envie de dire meuf, en fait, je t'ai expliqué 1000 fois. Pourquoi tu... Enfin... Comment tu n'arrives pas à entendre que j'ai été discriminée et harcelée parce que trop efféminée et que ça, c'est un petit clin d'œil de reconquête ? Ouais. Et je crois même qu'elle est allée jusqu'à dire « je trouve ça pas très joli ». Ah oui, mais t'avais peut-être pas la prétention que ce soit beau après, mais... non, mais je sais pas. Tu vois, elle a pas su comprendre ce qui se faisait en moi, alors que je fais un podcast sur le sujet. Tu vois, j'ai un peu envie de dire, putain, je sors... Bon. Et bon, elle a répondu avec ses petits outils et tout, mais ça fait pas d'elle, tu vois, une horrible personne, mais oui... Ce moment où elle piche pas que montrer des choses dites féminines, on est d'accord que le vernis, je suis pas en train de... C'est pas révolutionnaire, quoi. Ben moi, en fait, ça m'aide pas, en famille, être m'autoriser à m'imaginer tout à fait moi, quoi. Et je sais même pas ce que ça ressemblerait tout à fait moi. On finit pour essayer de dérouler, les mécanismes psy, stress minoritaire et trauma, les épisodes avec le docteur, là pour le coup, elle est docteur Anne-Sophie Petit, sur la réalité des études autour du trauma, quoi. C'est-à-dire, exactement, quelqu'un là tout à l'heure a dit, mais ça c'est un trauma. Ouais. Tu vois, et je trouve qu'elle débriefe bien de, non mais ça en fait, quel que soit ton niveau, entre guillemets, d'intelligence, il y a des processus qui se mettent en place, qui te dépassent dès lors qu'il y a un trauma, et je vais t'expliquer ce que c'est un trauma, comment ça fonctionne, etc. Et ça pour moi c'est essentiel. On a bien ce podcast, je devrais écouter ces épisodes. Ouais. Et le dernier truc que je voulais aborder, c'est Velvet Rage. Ouais. Les épisodes Velvet Rage, les titres c'est Grandir gay dans un monde hétéro, où là pour moi ce livre d'un psy américain, bon ça date, c'est un peu biaisé, il y a plein de trucs à redire, c'est très blanc, c'est très américain, puis c'est très Amérique des années 2000. Ouais, monogame. Ouais, il y a quelques... Je pense truc, ouais. Mais j'ai trouvé qu'en gros, lui, c'est un des premiers à avoir clairement identifié, proposé que dans ton chemin de queerité, d'homosexualité, de bisexualité, enfin tout ça, ça fonctionne, mais dans ton chemin de différence, tu peux rencontrer 3 phases parallèles ou séquences les unes après les autres. C'est pas binaire, mais
une phase de honte et de rejet. Et ces mécanismes qui viennent, on en a déjà un peu parlé. Une phase de compensation et d'adaptation. Survie. De survie. On en a aussi un peu parlé, mais là, j'ai vraiment envie de parler de mon rapport à la performance. En l'épisode précédent, on en rigolait et tout, mais moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Où du coup, il faut absolument réussir, il faut réussir de façon numérique, il faut. Et on est d'accord qu'on est aussi dans une société qui privilégie ça, qu'on peut pas tout dire, c'est l'homosexualité et tout, mais c'est des clés de lecture. Et la dernière étape, c'est le retour à l'authenticité, à l'amour authentique, le sexe authentique. On en a aussi un peu parlé, sortir des scripts et puis voilà, dessiner ces formes d'amour, ces formes d'amitié, dessiner sa vie en restant homosexuel et pas que, quoi. En dessinant, en sortant peut-être d'un mode réactif, tu vois, de réagir à ce qui t'est imposé, à ce qui t'est dicté, à ce qui t'est raconté, à ce que tu te racontes, et cheminer dans son chemin. Mais Velvet Rage, franchement, il a jamais été traduit. Moi, c'est ce que j'allais dire, il est pas traduit en français. Hein. Non. C'est fou quand même. Non. Et sur le site, je sais pas si ça continue à fonctionner au moment où les gens écoutent, mais sur le site, j'ai mis un code pour avoir accès gratuit au livre audio en anglais. Bon, voilà, c'est sympa. Ouais. Moi, je l'avais écouté comme ça. Pour y avoir accès, parce que c'est même pas facile de l'acheter. Sur les mécanismes psy, ça vous va ? On a aussi parlé d'homophobie internalisée. Ouais, peut-être. Je trouve qu'il y a vraiment ce positionnement qui est hyper délicat. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le stress minoritaire et les carapaces qu'on construit, donc, pour reprendre Velvet Rage, en stratégie de survie. Et comme ces stratégies de survie, en fait, oui, elles nous permettent de survivre dans certains cas, et de plus en plus, voilà, comme on disait, les guet-apens, ça augmente. Vu la tendance politique actuelle, ça va plutôt dans le mauvais sens. Et donc, trouver le juste équilibre entre se déconstruire et se défaire des schémas qu'on a introjectés, qu'on a avalés sans mâcher, de la société capitaliste qui nous pousse à être performants et productivistes, des injonctions hétéro, patriarcales, etc. Et donc à la fois s'en défaire et en même temps pas complètement, pour pas vivre un ermite dans sa campagne où je vis tout seul et je suis libre et je vis comme je veux, mais je suis tout seul et c'est le seul moyen, quoi. Donc il y a vraiment je trouve ce positionnement où est-ce que je mets le curseur entre je me défais de mes carapaces et en même temps je reste dans la société, je me protège quand j'ai besoin de me protéger. Voilà, c'est une question ouverte, un peu vaste, mais en fait c'est de la négociation permanente, quoi. Je trouve, non ? Ouais, de ouf, mais de la négociation avec soi-même, en fait. Ouais. De dire à quel moment je m'autorise. Ah tiens, là j'ai peur, si ça se trouve je risque. Ah non, finalement je risque pas. Finalement, là je peux m'autoriser effectivement à mettre du vernis parce que je me sens cool. Là je vais faire telle activité. Allez, j'en sais rien. Au sauna, ou faire des trucs parce que d'un coup je me sens bien, ou je vais avoir une conversation un peu intime avec un copain sur une pratique sexuelle. Je sais pas, j'ai l'impression que tout ça c'est des choses qu'on négocie avec soi-même, quoi. Ouais. Donc c'est pour moi c'est de l'ordre de la santé mentale et intime, et de réussir à je sais pas, à se faire confiance et à s'aimer, quoi. Moi c'est un truc qui m'est cher parce que je suis dans un schéma où je m'auto-attaque beaucoup sur beaucoup de points, et c'est un truc aussi dont on parle aussi qui est un peu en lien, c'est dans la dimension psychologique aussi, la santé mentale, quoi, de se dire en fait qu'est-ce que je mets en place moi personnellement pour être dans un endroit qui est tout le temps sécure, quoi. Donc ça peut être évidemment le moment d'amitié, mais ça peut être aussi à d'autres endroits seul. Peut-être justement se retirer, ça permet aussi de se faire le point, de dire attends, qu'est-ce qui va pas. Ah, complètement. En fait, qu'est-ce qui est juste pour moi, et ça me donne envie de dire que moi, sur ces 4 années de recherche, je trouve que le pire qui puisse m'arriver, c'est justement cette pression à la performance, et faut cheminer comme ça, quoi. Un peu les injonctions, faut faire son coming out, faut faire 3 épisodes par semaine. Ouais, bon, ça c'est. Mais oui, non, mais t'as raison. Mais non, moi j'étais plus sur l'aspect intime de me dire à mon moi d'il y a 4 ans,
franchement, le chemin, il est ultra sinueux, mais parfois, tu as l'impression que tu vas en arrière, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, de sortir du... Parce qu'en fait, avant, le podcast, il s'appelait « Comment devenir sexuellement épanoui ?» Et cette question, elle raconte vachement cette exigence, cette envie qu'il y ait un chemin et des astuces et des solutions. Et même si, de fait, il y a des outils, je sais pas, parfois, un outil, tu l'utilises pas pendant 4 ans. Parfois, moi, je trouve ma sexualité, elle passe du tout. Parfois, il y a rien. Parfois, il y a plein. Parfois, il y a un peu... C'est un chant avec soi-même, quoi. C'est et j'ai pas d'obligation, quoi. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de « Ah, il faut avoir du sexe ou être un bon queer, c'est nanana ». Et l'autre truc sur qui m'importe vraiment de dire, c'est à quel point mon intime est politique. Et j'entends plein de gens faire « Ouais, on mélange tout et tout ». Non, attends, on mélange pas du tout. Aujourd'hui, on vit dans un monde où Trump est au pouvoir pour la 2e fois, passe des législations transphobes vénères. Donc là, il y a plein de gens qui font « Non, mais trans et gay, ça n'a aucun rapport ». Mais si, ça a complètement un rapport parce que dans ce même mouvement, c'est le mouvement du traditionnalisme. Donc du coup, en fait, c'est soit t'es marié et le sexe est dans ce cadre-là. Enfin, le traditionnalisme, il vient cadrer la sexualité que tu as droit de faire. Et là, en Europe, on a en Hongrie l'interdiction de la Pride, de la marche des fiertés, qui la touche tout le monde. Et en Europe, oui, tout le monde fait du copier-coller de Trump et le traditionnalisme plaît, quoi. Et bon, voilà, j'avais envie de dire ça, je trouve que c'est vachement important, quoi. Moi, le dernier point, et après, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Le dernier point que moi, j'ai découvert en 4 ans et qui m'aide aussi à cheminer, le stress minoritaire et l'homophobie intériorisée, ça nous fait plein d'impacts différents selon notre chemin de vie. Il y a des personnes que ça rend agresseurs. Ils en ont tellement chié. C'est un peu une simplification, mais je vois des gens sur Grindr qui disent des choses horribles, ou je vois justement des gens qui manquent d'empathie, des homosexuels, des queers qui ont l'air justement d'attaquer, de dire « moi j'aime pas les efféminés, ils desservent la cause », des trucs comme ça. En fait, le stress minoritaire, on a plusieurs manières de s'en défendre et face à ce trauma-là, et en fait, de soi-même devenir attaquant et de soi-même défendre des valeurs dites hétéro-traditionnalistes qui, du coup, je le fais parce que la personne le fait parce qu'elle dit tu vois, je suis normal. Me tue pas, je suis normal. Je suis comme toi l'hétéro. Moi, je suis pas une de ces tapettes, tu vois. Et juste que je suce des bites. Il s'avère que je suce des bites, dit la personne. Mais voilà. Et ça va être souvent aussi des personnes qui disent il ne faut pas parler de sexualité publiquement. Il y a à la fois des politiques qui disent ça et des gens dans mon entourage qui disent pour moi, ça doit rester du domaine privé. Et t'as des homosexuels qui m'ont dit que moi, je desservais la cause justement parce que, encore une fois, on va nous dire qu'on est des gens qui pensent qu'au cul, etc. Et ça, c'est vachement important. Pour moi, c'est des mécanismes d'autodéfense. Parce que pour avoir l'air normal, il faut avoir l'air d'être hétéro. Or, les hétéros, ils ne parlent pas de sexe, ou ils le font dans un secret et dans une monogamie complètement fausse, parce que les chiffres montrent qu'ils se trompent à tire-larigot. Mais il faut suivre ce schéma-là, où si tu as de la sexualité hors de ton couple monogame, 1, n'en parle pas, et 2, du coup, tu deviens comme les hétéros. Si t'en parles entre mecs en te gargarisant de tes exploits. Ça sera le mot de la fin de cet épisode. Mais nous avons la possibilité de faire une 3e et dernière partie. Ok. On n'aura pas le choix. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1. Viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N.
Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.